Bertrand Degos, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, Paris, oui. donc spécialiste de la maladie de Parkinson et en général de la neuroscience. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est à un colloque sur le Parkinson. Euh, c'est quoi la maladie de Parkinson, à part qu'on se rappelle des mains qui tremblent, mais c'est un peu court, jeune homme. C'est effectivement un peu court parce que déjà toutes les maladies de Parkinson ne tremblent pas. C'est pas systématique, donc c'est un peu effectivement un raccourci. Et il y a d'autres pathologies où on peut observer du tremblement, d'où l'erreur. Après, la maladie de Parkinson, typiquement, c'est une maladie dégénérative, chronique, qui évolue progressivement et dans laquelle notamment, ce qu'on connaît bien, c'est qu'il y a une dégénérescence, une mort de neurones qui s'appellent les neurones dopaminergiques. Ces neurones dopaminergiques, comme leur nom l'indique, produisent de la dopamine. Voilà. Et donc, cette dopamine, normalement, fait en sorte que le mouvement soit correctement réalisé. Donc, s'il y a moins de dopamine du fait de la dégénérescence, le mouvement devient anormal et donne les symptômes parkinsoniens. Donc la dopamine, c'est au centre de plein de choses. C'est lié aussi dans l'excès de dopamine au plaisir, à l'addiction, etc. Donc quand on prend du traitement, on retrouve sa dopamine, mais c'est dur à calibrer peut-être. Voilà, la difficulté, c'est que comme c'est quelque chose de progressif, c'est une dégénérescence progressive, à chaque moment, on va dire, il y a un taux de dopamine déficient. Donc il faut substituer, il faut compenser de façon juste à chaque moment. Donc c'est un petit peu la difficulté. Et les traitements donc, doivent être adaptés un petit peu en permanence. Donc on peut avoir des sous-dosages où les patients sont encore dans leur état parkinsonien, mais on peut avoir des surdosages où les patients vont développer des phénomènes, des effets indésirables finalement, à type d'augmentation de la libido, d'achat pathologique, etc. En fait, c'est parfait. Finalement, ça, c'est parfait pour la société de consommation. On devrait donner ça à tout le monde, Ça si je peut puis dire. inciter, oui, à acheter, à jouer, effectivement. Et avoir beaucoup de sexe. Enfin bon, bref. Alors, il y a eu des grandes questions sur Paul Schramm, donc le président de l'association, a fait remarquer qu'il y a une augmentation de Parkinson dans la population. Est-ce que c'est parce qu'on sait mieux le détecter ou parce que il y a des agents pathogènes supérieurs dans la société? Et on a parlé notamment des pesticides. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui permettent de formellement conclure là-dessus. Quoi qu'il en soit, probablement qu'il y a une pseudo-augmentation de la prévalence de cette maladie, parce qu'effectivement, on la détecte mieux, on sait mieux la repérer cliniquement, mais aussi avec des moyens éventuellement d'imagerie, et aussi parce que l'information avec Internet, on peut retrouver l'information sur Internet, on peut aussi... Donc les gens s'autodétectent à la limite? Les gens peuvent s'autodétecter effectivement et ensuite consulter un spécialiste. Alors qu'effectivement, il y a plusieurs années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, il n'y avait pas ce moyen de communication qui est Internet, cette facilité d'accès aux soins qui fait que peut-être que les gens ayant une maladie de Parkinson étaient un petit peu mis sur le côté. On disait que le tremblement, c'était de la vieillerie et on laissait couler sans que le patient consulte. Alors que maintenant, donc, encore une fois, on a plus facilement accès aux informations, aux soins, ce qui fait que peut-être qu'il y a une pseudo-augmentation de la prévalence. On estime qu'il y a 150 000 patients en France souffrant de maladie de Parkinson. Alors, il y a la détection par imagerie, mais si je puis dire, ça coûte un bras. On peut le détecter autrement. Alors ça, c'est extrêmement important à transmettre comme information. Le diagnostic de maladie de Parkinson est clinique et doit rester clinique. Donc on parle justement à ce propos d'imagerie. Il y a un examen qui s'appelle le DaTscan, qui est l'examen, on va dire, le plus coûteux qui existe actuellement. Ça doit être 700-750 euros. Cet examen ne permet pas de faire le diagnostic précis de maladie de Parkinson. Ça permet juste de visualiser la perte de neurones dopaminergiques, la dégénérescence. Sauf que cette dégénérescence, on l'observe dans la maladie de Parkinson, mais dans d'autres syndromes parkinsoniens. Donc ça ne permet pas de faire le diagnostic précis de maladie de Parkinson, qui est encore une fois clinique. C'est sur l'examen clinique, l'aspect asymétrique des symptômes, le fait que ce soit dopasensible,
donc sensible au traitement par agent dopaminergique. C'est ça qui va permettre de faire le diagnostic précis et non pas n'importe quel examen d'imagerie, que ce soit le DASCAN ou encore moins l'IRM. Alors, Maurice Chevalier chantait « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire », mais justement, trop de fer dans le cerveau est un symptôme. Alors, c'est un symptôme, c'est un signe. Effectivement, de plus en plus d'études mettent en évidence qu'il y a une surcharge en fer dans le cerveau chez les patients parkinsoniens. Donc il y a des études pour comprendre pourquoi, etc. Et aussi des études thérapeutiques pour essayer de tester ce qu'on appelle des chélateurs du fer, donc des molécules qui vont capter ce fer pour essayer de le diminuer et de voir si ça permet de ralentir l'évolution de la maladie. Alors là, est-ce qu'on est juste au-delà des tâtonnements où on réussit à soigner et à curer en totalité la maladie de Parkinson? Où on stabilise les gens et... Alors avec ce traitement, on ne sait pas encore. A priori, ce serait plutôt de l'ordre du ralentissement. En fait, vous avez une certaine pente évolutive de la maladie. L'idée, c'est de réduire au plus cette pente évolutive. De là à stagner la maladie, c'est peut-être encore une étape ultérieure. Non, et elle a soigné complètement. Le traitement curatif non plus, on en à est part pas Lourdes, non. C'est ça. Alors, on a parlé d'un de ces agents qui étaient les pesticides, mais officiellement, moi je parle toujours d'officiellement, la différence entre le légal et le juste, tout ça pareil. Donc officiellement, donc ces deux pesticides qui étaient, dont je ne me rappelle plus le nom. Donc la roténone et le paraquat, ce sont officiellement donc des produits qui sont supprimés du commerce, parce qu'effectivement, ayant été responsables de pathologies type Parkinson, donc ce ne sont pas des maladies de Parkinson, ce sont des syndromes parkinsoniens toxiques. Ça fait partie de ces classes-là, et donc ça a été supprimé notamment pour cette raison. Et en théorie, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas censé y avoir de produits toxiques dans les pesticides susceptibles de générer des maladies de Parkinson. Alors, est-ce que c'est une maladie de la vieillesse ou on peut l'avoir tôt aussi, même si statistiquement c'est moins courant? C'est une maladie plutôt du sujet d'un certain âge, puisque alors après, voilà, il n'y a pas d'études épidémiologiques claires, sauf qu'il y en a une récente qui montre que on est plutôt autour de 65 ans dans l'âge de début de la maladie. Après, il y a des formes précoces. Quand on dit précoce, c'est vraiment tôt, c'est-à-dire, par exemple, avant 30 ans, voire même des adolescents. Mais lorsqu'on est dans ce cadre-là, on est souvent dans le cadre de maladies de Parkinson génétiques. Ces maladies de Parkinson génétiques représentent 5 à 10% des maladies de Parkinson, donc sont quand même très rares, et sont des formes génétiques qu'on peut voir chez des sujets jeunes, avec une symptomatologie semblable à celle qu'on peut observer ultérieurement, à un âge plus avancé. Je veux dire, une maladie de Parkinson qu'on appelle idiopathique. Oui, statistiquement, ça apparaît vers les 50 ans ou La maladie, comme je vous le disais, c'est plutôt de l'ordre de 65 ans. Ah, voilà, c'est bon, j'ai le temps. Quand on prend la population générale, globale de patients parkinsoniens, on se retrouve avec un début plutôt vers l'âge de 65 ans. Est-ce qu'on a des statistiques de densité de Parkinson par territoire? Par exemple, en France et en Europe en général, est-ce qu'on chope plus facilement, si je puis dire, le Parkinson en France qu'en Allemagne ou en Tchécoslovaquie, Tchéquie, puisque ça n'est plus. Pas à ma connaissance. Ouais. Pour exemple, on fait un travail avec l'Agence régionale de santé en Île-de-France, qui comporte 11,5 millions d'habitants. On sait qu'en France, il y a 150 000 Parkinsoniens environ. Et si vous faites le ratio, sur 11,5 millions d'habitants en Île-de-France, on se retrouve avec 23 000 patients parkinsoniens. Et donc, avec l'ARS, on a fait un travail en reprenant les ALD, donc les ALD 16 des patients parkinsoniens, les traitements pris par ces patients, et on retrouve à peu près ce chiffre-là. Donc ça semble être quelque chose d'assez cohérent, et il n'y a pas de différence d'un territoire à l'autre a priori. Alors, on va parler argent parce que la manne ne tombe pas du ciel. Enfin, ça, c'est quand on traversait le désert du côté de l'Égypte, mais ça, c'était avant, comme dirait la publicité.
comment sont financées les recherches justement de Parkinson? C'est l'État français, jacobin et centralisateur qui donne tout, telle une bonne mère, ou il y a multifinancement? Alors il y a des financements qui peuvent être divers et variés. Il y a typiquement des études académiques où ça va être des financements gouvernementaux. C'est des appels d'offres avec donc on se propose de participer à tel appel d'offres et on récupère donc l'argent si on a de bonnes idées, on va dire. Et ça peut être aussi via les industriels, donc les laboratoires qui veulent finalement développer un produit et qui sollicitent. Ouais, développer un produit donc qui sollicitent les centres d'investigation thérapeutique et donc qui vont venir présenter leurs produits. On évalue si c'est juste, si c'est valable comme étude, et donc on va se lancer dans ces études éventuellement. Donc il y a ces deux modes de financement qui sont les plus importants. Après, il y a des financements par des associations, telles des associations sur le Parkinson, qui peuvent donner des subventions. Il y a des appels d'offres également, appels à projets. Donc ça peut être via les associations, via des particuliers qui font des dons, des sociétés, donc il y a des financements aussi privés comme ça, plus ou moins importants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé? Là, on dépasse le cadre Parkinson. C'est quoi une politique publique de santé, selon vous? Par rapport au Parkinson? Oh non, en général. Là, on dépasse. C'est-à-dire, on est dans la théorie, voilà, de la santé publique. Donc, comme je vous ai sous la main, ça m'intéresse parce que oui, mais moi pour connaître un peu le docteur Ortiz, qui est le président des médecins, chaque fois que je l'entends parler, il parle d'argent qui gagne pas assez, les médecins. Donc, moi, j'aimerais bien que, justement, on me parle de temps en temps de politique publique de santé, même si vous n'êtes pas ministre. Au regard du chercheur que vous êtes, qu'est-ce que ce serait? On est dans la science-fiction. C'est pas du tout mon domaine. Je suis pas sûr d'avoir les bonnes justifications, les bonnes idées. Mais en termes de politique de santé, je pense qu'il faut vraiment développer déjà un aspect clinique. Il y a l'aspect clinique qui est de former les praticiens à identifier toutes ces pathologies-là. Donc, il y a un travail de formation, mais qui est fait, de formation donc des médecins, c'est ce qu'on appelle la formation continue, on va dire. Donc il y a former les médecins pour justement mieux identifier, quelle que soit la pathologie, hein, Parkinson ou autre. Après, il y a effectivement ces formations, ces médecins formés, ça demande de l'argent, donc l'argent c'est le nerf de la guerre. Et de ce point de vue-là, la recherche aussi ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'argent, puisque ça a un coût, et donc l'argent est indispensable, mais c'est sûr qu'il faut concentrer les moyens et les forces sur des projets vraiment efficients, et si possible dont on est sûr, entre guillemets, qu'ils vont aboutir. Après, ça peut être des projets ambitieux, un petit peu moins dont on est moins sûr de l'aboutissement, mais il y a différents niveaux et je pense qu'il faut avoir des approches diverses et variées en termes de recherche. Il y a des choses qui peuvent être faites rapidement avec des moyens simples et des bénéfices rapides, des choses qui sont plus ambitieuses, avec des financements plus lourds et des projets plus longs, mais qui vont aboutir à des résultats plus conséquents en termes de sociétal, en termes de prise en charge des patients. Est-ce qu'avec plus de prévention, on ferait des économies d'échelle? Si on arrivait à prendre les choses en main en amont, c'est sûr qu'on ferait des économies au niveau santé publique assez conséquentes et colossales même, puisque c'est sûr que les patients parkinsoniens, mais toute autre pathologie chronique, par définition, puisque c'est des pathologies chroniques, nécessitent des consultations régulières, des hospitalisations régulières, des moyens, des outils pour évaluer les différentes étapes d'évolution qui sont assez considérables et parfois très coûteux. Docteur Bertrand de Gosse, merci. Je vous en prie, merci.